Salut tout le monde, donc on a l'action United Health qui vient de perdre 20%, donc on va regarder si ça peut devenir une opportunité intéressante pour l'acheter, ou si au contraire les gens ont eu plutôt raison de la vendre. Et juste avant de démarrer, vous pouvez aussi recevoir par email mon top 3 des meilleures et des pires actions pour début 2026, donc en cliquant sur le tout premier lien qui est dans la description de la vidéo. Donc pourquoi déjà est-ce qu'il y a eu cette baisse de 20%? Donc ils ont annoncé leurs résultats. La raison, alors il y a deux raisons principales. C'est déjà, ils ont annoncé qu'en 2026, ils prévoient une baisse de chiffre d'affaires, ce qui n'était pas arrivé depuis 30 ans, il me semble. Si je vérifie ici, c'était en 80, en 89. Voilà, ils n'ont pas eu de baisse de chiffre d'affaires depuis 1989. Ils avaient eu 2 années de suite, 88-89. Donc ça c'est la première raison. Et deuxième raison, c'est que l'un de leurs segments de revenus principaux, c'est Medicare Advantage. Donc aux États-Unis, tu as un programme d'assurance santé publique qui s'appelle Medicare. À l'intérieur, tu as Medicare Advantage, où en fait l'État délègue toute la gestion à des assurances privées, donc des entreprises comme United Health. Et donc, pour Medicare Advantage, le client de United Health, c'est l'État américain. Et donc là, l'État américain a annoncé qu'à partir de 2027, ils allaient quasiment pas augmenter les paiements en fait. Normalement, ils augmentent de quelques pourcents à chaque fois les paiements en fait pour compenser l'augmentation des coûts. Mais cette fois-ci, ils vont beaucoup moins augmenter, alors que de l'autre côté, les coûts de United Health continuent d'augmenter. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'attendre à une baisse des marges. Donc voilà, c'est ces deux facteurs-là, prévision de chiffre d'affaires en baisse et aussi baisse de marge, qui font que l'action a perdu à peu près 20% là depuis les résultats. Donc déjà regardons ce que ça vaut UNH au niveau des fondamentaux, donc des finances et de la valorisation. On va regarder ça sur Gram. Donc Gram, c'est le site que j'ai développé moi-même et avec lequel je fais toutes mes analyses. Donc vous avez aussi le lien en description. Donc en termes de croissance, on a une croissance du coup qui est régulière depuis bien longtemps, qui a ralenti depuis les dernières décennies, mais c'est normal, mais qui se maintient quand même en moyenne au-dessus des deux chiffres. Donc ça c'est bien, mais il faut s'attendre du coup à 2026, une petite baisse de chiffre d'affaires. Donc la première chose à se dire, c'est que certes c'est très rare, mais ça leur est déjà arrivé par le passé, et après ils s'en sont très bien remis, quoi. Donc 88 moins 0,34%, 89 moins 5%, et ensuite plus 50%, plus 40%, plus 70, plus 75. Bon là c'est des énormes croissances, mais l'entreprise était aussi plus jeune à l'époque. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que, ça c'est un cas qui a très souvent, un ralentissement de croissance ou même une petite décroissance sur une année ou deux, c'est pas du tout. Ça veut pas dire que l'entreprise est foutue, quoi. C'est des choses qui arrivent, qui créent souvent énormément de pessimisme et qui du coup créent aussi des grosses opportunités, quoi. Donc déjà, jusque-là, c'est pas quelque chose qui en soi me terrifie, quoi. Par contre, au niveau du free cash flow et du free cash flow par action, ils ont atteint un pic en 2023 et 2024 baisse, 2025 encore baisse. Et donc on est revenu à des niveaux entre 2019 et 2020. Donc ça c'est moins bien, mais faut savoir que c'est en partie dû à ils ont eu une charge exceptionnelle de entre 2 et 3 milliards, notamment pour une cyberattaque. Donc ça c'est ponctuel, et si on l'ajuste, ça donne un free cash flow plus élevé, mais pas non plus au-dessus du niveau de 2023, quoi. Donc il y a ça. Ensuite le ROIC qui est historiquement très bon, mais qui du coup avec la hausse des coûts qu'ils ont eu ces dernières années est un petit peu moins bon, même si ça reste pas mal. Par contre, quand on regarde les marges, donc marge brute et marge du free cash flow, c'est pas terrible. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire que pour le secteur, c'est bien, mais dans ce cas, autant pas investir dans ce secteur-là et investir dans d'autres secteurs, quoi. Le but, encore une fois, c'est pas de faire une collection de secteurs et de jouer à cette famille. Je compare les actions par rapport à l'ensemble des actions disponibles. Et donc si les actions d'un secteur sont en général inférieures aux actions d'un autre secteur, et je me passe de ce secteur, quoi. Donc voilà, dans l'absolu, 20% de marge brute, c'est pas très élevé, et c'est surtout que en plus c'est en baisse à long terme, et marge du free cash flow, donc ce qui reste vraiment à la fin. Donc on va considérer que ouais, c'est du 5-6%, quoi. Donc voilà, ça c'est pas fou. Ensuite le chiffre d'affaires par employé, donc pour mesurer l'évolution de l'efficience du business, est-ce qu'ils arrivent à faire de plus avec moins, ou au contraire. Et on voit qu'il y a pas vraiment d'évolution à ce niveau-là, c'est assez stable. Ils ont racheté pas mal d'actions par le passé, mais moins ces derniers temps. Il y a un dividende de 3% qui a l'air d'augmenter chaque année. Et en termes d'endettement, si je regarde au niveau des critères, donc ils peuvent la rembourser en 3 ans, donc voilà, pas de... mon critère c'est moins de 3 ans, mais bon, 3,05 ça passe. Et si on regarde au niveau de la valorisation, donc là il faudrait ajuster, comme j'ai dit juste avant, avec la dépense exceptionnelle, le free cash flow actuel, donc
ça donnerait un prix sur free cash flow qui est un peu plus bas que ça. Et donc là, je n'ai pas fait le calcul, mais ils doivent être à un niveau de valorisation qui est proche des plus bas depuis 2013. D'ailleurs, plus bas qui avait été atteint ici en août 2025, quand il s'était descendu, je crois, à 230-240 $. Si on regarde le prix sur chiffre d'affaires, on est revenu presque au plus bas là de août 2025, et le reste, c'est la même chose. Donc, mon avis sur United Health, c'est est-ce que j'en achète ou pas. Je pense que c'est probable qu'il y ait un excès de pessimisme. D'ailleurs, Warren Buffett en avait acheté là justement en août 2025. Mais de mon côté, ce qui me pose problème, c'est qu'en termes de qualité de business, eh ben, il y en a tellement qui sont mieux que j'ai pas vraiment envie de m'aventurer dans United Health. Ce qui me dérange, c'est niveau de marge faible et en baisse. Et puis aussi, gros problème pour moi, c'est qu'ils sont dépendants, enfin, quand même sur une partie importante de leur chiffre d'affaires, de leur business, ils sont dépendants de l'État américain ou de l'État tout court. Et je préfère éviter ça. Donc, globalement, sur UNH, quelqu'un qui connaît mieux le business que moi, qui connaît bien le cas, et qui aujourd'hui investit dedans, ça me choque pas. Il y a peut-être quelque chose à faire. Mais dans mon cas, voilà, pour les raisons que je viens de donner, je vais passer. Je pense que j'ai mieux. Sous le coude, tout simplement. Donc voilà pour UNH. Et je rappelle avant de terminer que vous pouvez recevoir mon top 3 des meilleures et des pires actions pour 2026 en cliquant sur le premier lien en description et sur le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran. Et à plus!